Cette série de séminaires, d'ailleurs, c'est organisé par le GSRL, le groupe Société, Religion, Laïcité au CNRS, en coopération avec ISGAP. ISGAP, c'est l'Institut d'études de l'antisémitisme globalisé et géopolitique. Et ça ne fait pas trop de sens cette traduction, on m'a dit hier, mais c'est un institut américain qui coopère avec le GSL pour faire cette série de séminaires. Et on a travaillé sur le programme avec des collègues au GSRL et à l'ISGAP, et notamment avec Joël Alouche-Belaoun, qui est ici aussi, avec Paul Savatsky, avec Claudine Nathias, avec Glenn Feder, qui est ici devant, l'ISGAP, et aussi avec le directeur de l'ISGAP, Charles Small. Voilà, ça c'est l'introduction pour vous donner le cadre. Et le sujet ce soir, c'est le nouvel antisémitisme et le rythme de l'information. Et on a une présentation de Georges Elias Sarfati avec Sophie Nordman comme discutante. Et je crois que ça va être une séance fortement intéressante. Georges Elias Sarfati a travaillé sur le nouveau antisémitisme depuis un bon moment avec d'autres collègues. Je crois qu'il était un des premiers qui a travaillé sur le nouveau antisémitisme en Europe, peut-être avec Taguieff et Trigano, que vous connaissez peut-être. Il a travaillé sur l'expression contemporaine de la judéophobie, qui n'est pas que la théorie de complot, mais on va voir ça en détail tout à l'heure, notamment les développements récents. Il a publié beaucoup de livres. Vous connaissez peut-être la tradition éthique du judaïsme, paru en 2014, ou l'histoire à l'œuvre, 3 études sur Emmanuel Levinas, 2010, l'antisionisme Israël-Palestine au miroir d'Occident, 2003, et je ne vais pas vous lire toute la liste maintenant. Vous trouvez facilement aussi, même sur Wikipédia, il y a une grande liste de vos travaux. Après l'intervention de Georges Elias Sarfati, on va voir des premières remarques et de la discussion qui sera ouverte par Sophie Nordman. Sophie Nordman, elle est professeure agrégée de philosophie et chercheuse ici au GSRL. Elle travaille principalement sur la philosophie juive contemporaine, et elle a publié aussi du singulier à l'universel, et ça c'est sur la philosophie religieuse de Hermann Cohen. C'était en 2007, oui. Et philosophie et judaïsme, Hermann Cohen, Franz Rosenzweig, Emmanuel Levinas en 2008. Et un autre livre qui date de 2 ans ou 3 ans, Phénoménologie de la transcendance. Voilà. Et elle travaille, je crois aussi, il y a un autre livre qui va apparaître dans quelques mois. Voilà, j'ai bien noté, mais je ne connais pas le titre. Non, parce qu'il n'a pas encore de titre, c'est mon manuscrit. J'ai soutenu récemment une habilitation à diriger des recherches, et donc j'ai présenté un manuscrit d'habilitation qui porte sur la référence au judaïsme dans la philosophie contemporaine et qui devrait, j'espère, être publié sous forme de livre prochainement. Voilà.
Voilà, bravo. Donc maintenant, c'est à vous de commencer avec une intervention. J'ai eu l'occasion déjà de lire un tableau qui est fortement, je trouve, intriguant, comment on dit, intriguant. Oui, voilà. Voilà, la parole est à vous. Je ne sais pas s'il est mieux de prendre le micro avec la main. Merci. Ou avec ça. Je vais voir les deux. Nous allons essayer la position classique, voilà. Puis, merci beaucoup de vos présentations. Je tiens à remercier donc le groupe de Religion, Société, Laïcité de cette invitation, et en particulier Gunther G. Kelly, et également Sophie Norman, donc d'avoir bien voulu accepter d'être la modératrice du débat après mon exposé. Donc je voudrais d'abord justifier le titre que j'ai proposé en guise d'intitulé de cette communication, le nouvel antisémitisme et les rythmes de l'information. Il faut s'expliquer sur deux notions, la notion de nouvel antisémitisme et de rythme de l'information. Nouvel antisémitisme, soyons simples et concrets, je le définirai d'abord en première approximation comme le regain d'hostilité à l'égard des Juifs d'Israël, mais dont il faut préciser que ce regain se fait au motif de l'antisionisme. Et quand vous avez eu l'amabilité de rappeler que j'avais été un des premiers à travailler sur ce sujet, en effet, c'est depuis les premières recherches datent de 1992. Et avec effectivement Pierre-André Taguieff, d'ailleurs Paul Zawadzki participait à cela. C'était un travail en effet sur ce qui nous apparaissait à l'époque être la marque de ce regain, c'est-à-dire la théorie du complot qui s'avère être effectivement une base importante historiquement, mais qui est loin d'être la seule. En tout cas, ces thématiques informent par leur plasticité même les différentes strates de ce qu'on appelle depuis Léon Pinsker la judéophobie. Alors donc, le nouvel antisémitisme, c'est d'une certaine façon, sous le couvert de l'antisionisme, la dernière modalité historique en date de la judéophobie. Quant à la notion de rythme de l'information, je ne voulais pas simplement faire référence aux alternances et aux processus alternés de diffusion de l'information médiatique, mais plus généralement, parler de l'information au sens conceptuel de la théorie de l'information, dans la mesure où cette information est elle-même multifactorielle, multithématique, et que ces énoncés sont mis en circulation à partir de différents paramètres. D'abord, ces énoncés relèvent de différentes strates discursives, appartenant elles-mêmes à différentes archives. Deuxièmement, ces discursivités multiples appartiennent elles-mêmes à des temporalités historiques différentes, souvent hétérogènes. Également, cette information est mise en œuvre aujourd'hui à travers différents sites d'énonciation idéologique qui sont disparates entre eux-mêmes. Mais cela converge vers un effet de cumul qui est proprement explosif et qui caractérise en effet la dangerosité de ce nouvel antisémitisme, puisqu'il permet au fond la réunion de conditions de possibilités nouvelles susceptibles de produire des attitudes psychosociales, mais aussi psychosémiotiques, et des nouvelles formes de langage et une levée d'inhibition qui sont proprement celles du dispositif psychologique et social du passage à l'acte. Et on en sait quelque chose depuis les dernières années. Donc, à titre complémentaire, j'observerai et j'ajouterai que ce mécanisme est un mécanisme de piège discursif avant tout, et qu'il se vérifie dans sa progression même à travers les différentes étapes de ce que Gordon Allport, le grand psychosociologue des années 50, a qualifié d'échelle du préjugé. Et je terminerai mon exposé là-dessus en essayant de vous montrer que les 5 étapes de l'échelle du préjugé que Allport a identifiées dans les années 50 et qui vont depuis la mise en forme du stéréotype négatif jusqu'au projet génocidaire est effectivement une nouvelle dynamique que l'on a vu de nouveau se mettre en place en Europe, en tout cas sur le plan psychosocial et psychodiscursif, et de manière extrêmement graduelle et avec une montée en puissance remarquable depuis le tout début des années 2000. Mais préalablement, je vais essayer d'apporter la démonstration à partir d'une hypothèse de travail simple
qui consiste à qualifier donc les néo-antisémitismes comme un phénomène idéologique consécutif à la conjonction de ce que j'appellerais 3 cycles historiques d'information. Alors je distinguerai entre un cycle long, sur lequel je reviendrai, un cycle médian, intermédiaire, et un ensemble de cycles brefs qui sont reliés entre eux. Alors, il faut rendre compte, pour mieux les caractériser et comprendre ces expressions de chacun de ces cycles. Je terminerai en disant, en matière d'introduction, pour comprendre ce que c'est cette notion de cycle de l'information et de rythme de l'information, qu'on peut faire un parallèle intéressant entre les cycles de la dynamique économique du discours, en fait, et puis les cycles de crise économique elle-même, qui ont été identifiés par les économistes Kongratiev, Juglar, etc. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on aurait un parallèle entre le cycle de l'économie narrative et le cycle de l'économie politique. Bon, ça c'est une piste qui est pertinente, mais je m'en tiendrai ici au seul aspect langagier, en centrant mon exposé sur cette notion de rythme de l'information. Quant au concept de rythme, il n'est pas non plus le concept strictement poétique, ça aurait été bien agréable, mais c'est un concept que j'emprunte à Émile Benveniste, qui le définit de la manière suivante, et c'est tout à fait intéressant pour notre analyse. Voici ce que dit Émile Benveniste. La notion de rythme est de celle qui intéresse une large portion des activités humaines. Peut-être même servent-elles à caractériser distinctivement les comportements humains, individuels et collectifs, dans la mesure où nous prenons conscience des durées et des successions qui les reflètent, et aussi quand par-delà l'ordre humain, nous projetons un rythme dans les choses et dans les événements. Et Benveniste de caractériser le rythme comme un ensemble de proportions, de discours, de dispositions et d'agencements, et de formes distinctives en particulier d'un état de la société. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait appeler d'abord le cycle long? Ce que j'appelle le cycle long de l'information, c'est proprement le façonnement d'un certain sens commun, qui n'est pas par lui-même judéophobe, mais qui est à tout le moins marqué littéralement par l'incompréhension de la judaïté. Et ça, c'est un phénomène qui remonte très loin, qui s'origine dans la première strate historique de mise au travail du signe juif, c'est-à-dire c'est un travail au long cours d'élaboration du signifiant juif qui a 19 siècles, pour ainsi dire, et qui se confond purement et simplement avec le développement de l'archive occidentale et qui s'origine dans les débuts du christianisme, surtout sous le rapport de la polémique théologique menée par l'Église contre le judaïsme, qui sera vite qualifié de synagogue. C'est quelque chose qui se marque dans l'histoire de la langue, dans les langues romanes, mais pas seulement, et en particulier dans la langue française, notamment à partir du Xe siècle. C'est au cours de cette longue durée, donc, que s'organise l'économie sémiotique et psychique, qui sert de prisme et d'appréhension à notre compréhension toujours actuelle du signe juif. J'ai rendu compte de cette évolution historique et discursive dans un ouvrage de 99 qui s'appelle « Discours ordinaire et identité juive », qui est une analyse minutieuse menée sur 15 siècles et plus, en tout cas d'archives lexicographiques, de mise au travail du signe juif. Et j'en ai retenu la caractérisation suivante. Donc là, c'est juste un rappel. J'ai parlé de capture identitaire pour montrer comment le mot hébraïque et araméen « Yehudi » que l'on trouve une seule fois dans tout le corpus hébraïque et juif, et notamment dans la Megillat Esther, dans le livre d'Esther, qui a été lu hier, notamment en France. Yehudi désigne dans le livre d'Esther l'habitant de la Judée, qui a tous les traits distinctifs d'un citoyen et d'un sujet vecteur d'une culture qui n'est pas qu'une culture spirituelle et religieuse. Et c'est très intéressant de le rappeler parce qu'ensuite, lorsque le vocable araméen et hébraïque Yehudi passe au contact des civilisations et des occupations successives de la Judée dans le champ latin et dans le champ grec, mais préalablement hellénique et ensuite romain, eh bien, on a un véritable décalque philologique. On en retient Iudaios en grec et ensuite Iudéus en latin, ce qui donne juif, juif, etc. en ancien français, jusqu'aux dénominations que l'on connaît aujourd'hui. Il ne s'agit pas seulement d'une capture morphologique et philologique.
en même temps que nous avons cette capture morphologique qui consiste dans une transposition phonétique, eh bien, il se passe un phénomène de déperdition du contenu sémantique initial. Yehudi ne va plus seulement signifier ce qu'il signifie dans le livre d'Esther et dans la conception endogène de ce qu'est l'homme juif, c'est-à-dire un habitant et un citoyen de plein droit de la Judée souveraine, mais va devenir le vecteur et le porteur d'une religion. Donc, deuxième mécanisme fondamental pour comprendre la surdétermination du signe juif tel qu'il est employé massivement et à l'échelle planétaire aujourd'hui, c'est un travail de ce que j'appellerais réduction cléricale de l'identité juive. Donc il y a une cléricalisation de l'identité juive qui est marquée et remarquée et remarquable à travers les siècles de polémiques théologiques. En sorte que cette capture identitaire et cette naturalisation dans le champ de la théologie et de ce que j'appelle plus généralement l'historiographie christocentriste va permettre cette réduction religieuse de la judéité. Et donc c'est à partir de ce prisme unique et exclusif que vont être possibles par la suite, et notamment dans le contexte de l'archive judéophobe, les différents investissements et surinvestissements de la compréhension de la judéité à partir de cette capture identitaire et de cet évidement sémantique. Donc ce travail qui se fait en deux étapes a pour conséquence de mettre en circulation des expressions qui nous sont évidemment familières et qui signalent toujours, en tout cas au niveau du non-dit, ce qu'il en a été de cet arrière-plan sémiotique et intellectuel. On trouve des expressions comme « peuple témoin », très marqué par la polémique théologique à l'endroit du judaïsme, « peuple du livre », qui est une expression plutôt sympathique, « peuple élu », expression déjà beaucoup plus controversée, et notamment chez Spinoza dans le traité théologico-politique. Donc le judaïsme est compris comme une religion. À partir de là, son sort est scellé dans l'histoire de l'Occident, et notamment dans l'histoire du discours judéophobe, avec les trois modalités que j'ai identifiées en 2002-2003, c'est-à-dire l'antijudaïsme théologique, l'antisémitisme culturel et l'antisionisme politique et international. Le premier cycle long, donc, c'est véritablement le façonnement de ce que j'appelle le sens commun, c'est-à-dire la façon spontanée dont une certaine herméneutique populaire appréhende le fait juif depuis déjà plusieurs siècles, même sans la moindre malveillance, mais simplement parce que ce sont là les filmeutes d'appréhension et la philosophie spontanée des langues romanes, et pas seulement. C'est également le cas des langues slaves qui ont connu aussi un marquage de leur structure intellectuelle par le christianisme orthodoxe. Donc on a, à partir de cette capture identitaire, un phénomène de réduction et la mise en place d'un certain nombre de partages, au sens où Foucault parle des partages constituants d'une épistémée. Par exemple, l'opposition entre l'Ancien et le Nouveau Testament, qui n'est pas qu'une opposition ou une distinction ou une différenciation historico-chronologique, qui est aussi une différenciation axiologique. L'Ancien et le Nouveau s'opposent comme la loi s'oppose à la grâce. L'Ancien et le Nouveau s'opposent comme le charnel s'oppose au spirituel. L'Ancien et le Nouveau s'opposent comme le péjoratif s'oppose au amélioratif. En somme, ce partage se traduit aussi bien dans les stratégies de discours que dans l'iconographie, l'allégorie médiévale de la synagogue aux yeux bandés et de l'église triomphante, dont témoigne encore le parvis de Notre-Dame ou la cathédrale de Strasbourg. Ces stéréotypes sont de l'ordre de la négativité et sont assortis dès le Xe siècle et le XIe siècle, qui est la phase d'hégémonie de l'Église occidentale, de la mise en circulation de préjugés et de stéréotypes profondément disqualifiants qui vont servir de noyau thématique à la judéophobie à travers ces différentes modalités. Alors nous avons 4 stéréotypes. Le juif est errant. Il est déicide, sinon perfide. Lorsqu'on reviendra de l'accusation de déicide, on retiendra le trait de perfidie. Il est traître et il est usurier. Donc on a véritablement là le noyau de la judéophobie à travers ses variantes ultérieures. Que devient ce travail sur le signe juif au-delà de l'Ancien Régime? Paradoxalement, bien qu'il y ait une atténuation de l'antijudaïsme théologique, grâce notamment aux philosophes des Lumières, et en particulier au travail de l'encyclopédie, et plus particulièrement encore d'un rédacteur tout à fait intéressant
de l'encyclopédie, qui ne fait pas partie de ses rédacteurs les plus connus, qui est le chevalier de Jaucourt, lequel est l'auteur de la chronique encyclopédique consacrée au peuple juif, eh bien, loin de revenir sur la conception cléricale du judaïsme, le contexte post-révolutionnaire va entériner le partage et décidément, le juif sera le représentant symbolique de la religion mosaïque. Donc la Révolution française ne va pas être l'occasion d'un redéploiement de l'identité juive, mais d'une confirmation du partage christocentriste, c'est-à-dire de la naturalisation de l'identité juive dans le contexte de la polémique théologique contre le judaïsme. Sorte que l'identité juive sera toujours appréhendée dans le contexte de la modernité et y compris de la postmodernité, ce qui va poser problème à la compréhension de ce qu'est le sionisme, comme un ensemble de traits ou religieux ou rituels. En sorte que dans le nouveau partage juridique consécutif à la Révolution française et à l'entreprise jacobine d'unification de la nouvelle nation de droit, on va avoir un différentiel marqué entre ce qui est de l'ordre de la sphère publique, citoyen, et de la sphère privée, avec des consistoires afférents au protestantisme, à la chrétienté, catholicité ou bien aux Juifs de France. Donc les Juifs vont être en quelque sorte le pôle emblématique de surinvestissement de ce qu'est la religion déjà sous l'Ancien Régime. Et cet appauvrissement absolument extraordinaire va rendre paradoxal, voire dissonant dans le contexte de la modernité et de la postmodernité, la notion même et le vocable même de sionisme. Puisque qu'est-ce que c'est que ces gens qui aspirent à former une nation alors que ce sont simplement les représentants d'une religion? Vous voyez, on a, je dirais, des a priori qui sont de l'ordre, non pas, encore une fois, de la malveillance. La malveillance existe dans la judéophobie comme discours de propagande organisé et finalisé à des fins homicides, meurtrières ou agressives, même sur le plan psychologique, mais simplement parce qu'il y a une histoire de la langue qui rend le sionisme inaccessible à la compréhension ordinaire de ce qu'est un État-nation et de ce qu'est un peuple, compte tenu du fait que le peuple juif est compris depuis des siècles comme une entité théologale, comme une entité liturgique. Donc ça, c'est le point tout à fait important. Parce que le sionisme, c'est une philosophie politique qui, pour être comprise, suppose que l'on fasse le lien entre les apports de la philosophie politique générale, et en particulier de la philosophie des Lumières, mais que l'on prenne à tout le moins aussi en considération l'existence d'un point de vue endogène proprement juif, qui ne se confonde pas avec l'histoire de l'antisémitisme, ni avec l'histoire du point de vue exogène sur le judaïsme. Vous comprenez ? Donc, comment voulez-vous faire comprendre à des gens qui n'ont pas la moindre histoire de ce qu'est, une moindre notion de ce qu'est l'histoire du peuple juif ou l'histoire de la pensée juive, qu'il y a là une aspiration nationale aussi légitime que celle qui s'est exprimée en 1848 à travers le Printemps des peuples. Notons bien que le Printemps des peuples a été aussi un ferment de réaction, puisque c'est l'essor des nationalismes européens. En sorte que, deuxième paradoxe de la modernité, c'est un contexte proprement allergique à la présence juive en Europe, puisque le juif, au lieu d'être l'ennemi et le déicide, va devenir l'étranger. Et le stéréotype de l'errant, qui est déjà présent dans l'archive judéophobe médiévale, va caractériser le rejet, et le rejet du peuple juif, concret, historique, et la naissance de l'antisémitisme, qualifié à partir de 1877 par un polémiste allemand, Wilhelm Marr, dans un contexte effectivement d'effervescence et d'affirmation très forte des différents nationalismes. C'est là également que l'on va voir apparaître en Europe une véritable montée en puissance de cette nouvelle forme d'hostilité judéophobe, avec la pétition des 200 000 Européens faisant partie de l'élite européenne, et exigeant de leurs gouvernements respectifs la destitution de la citoyenneté nationale attribuée par avance ou par ailleurs aux différentes communautés juives de chaque pays européen, marquées par l'idée républicaine. Donc voilà ce que c'est que le premier rythme de l'information. C'est un rythme au long cours, c'est un rythme de façonnement d'une certaine compréhension très marquée dans les langues de ce qu'est la judaïté. À partir de là, on a un arrière-plan sémiotique, un arrière-plan psychologique, un arrière-plan symbolique dont il sera définitivement impossible de sortir.
Il en résulte ensuite une deuxième strate, ce que j'appelle le cycle médian, c'est-à-dire l'information comme façonnement du prisme judéophobe, cette fois-ci, ce qui est encore différent, c'est-à-dire véritablement là, la mise en œuvre concertée de discours disqualifiants, et c'est là que la judéophobie apparaît, en dehors des premières traces qu'elle a laissées dans l'histoire par le biais de la polémique théologique contre le judaïsme, l'émergence d'un discours judéophobe de type anti-judaïque, théologique, qui a aussi des traductions spécifiques, qu'il ne faut pas confondre avec les textes canoniques de l'Église, qu'elle soit d'Occident ou d'Orient, mais par contre, dont il faut attribuer la réalité, l'existence, souvent aux mêmes auteurs, à travers des écrits qui sont proprement polémiques. Ça va de Jean Chrysostome à Augustin lui-même, etc. Donc là, véritablement, une première mutation de cette capture identitaire, de cette réduction cléricale, dans le contexte d'un antijudaïsme théologique qui est marqué par la polémique religieuse, et peu à peu, dans le contexte de la modernité, la sécularisation, pour ainsi dire, de cet antijudaïsme théologique qui va connaître un point de mutation dans l'antisémitisme politique, dont j'ai signalé tout à l'heure l'émergence, dans le cadre des nationalismes européens. La mutation de l'antijudaïsme théologique en antisémitisme politique est marquée et justifiée en quelque sorte à deux occasions. D'abord, sous le coup du double échec de l'émancipation. Un premier échec, c'est l'échec de l'émancipation individuelle avec l'affaire Dreyfus, et l'échec de l'émancipation, cette fois-ci, dont on prend acte à l'échelle gouvernementale et légale et étatique, avec le régime de Vichy. Mais également une double mutation de l'antisémitisme, d'abord dans le champ culturel, avec les Lumières, puisque les Lumières ont, on l'a vu, entériné la conception cléricale du judaïsme, avec l'émergence ensuite d'un antisémitisme de type culturel, dans le contexte de l'émergence de la société industrielle et libérale, et ensuite mutation de l'antisémitisme dans le contexte spécifique de la Seconde Guerre mondiale et préalablement de l'entre-deux-guerres, avec la montée en puissance d'un racisme de type biologique. Enfin, et nous sommes là au seuil de notre modernité ou postmodernité, la mutation de l'antijudaïsme et de l'antisémitisme qui en a pris le relais en antisionisme, c'est-à-dire en démonisation de l'État d'Israël. Mais pour autant, le noyau thématique est invariable et invariant. Ce sont simplement des guises différentes qui vont élaborer les stéréotypes médiévaux. Le sionisme, disais-je tout à l'heure, dans le contexte juridique, philosophique et je dirais catégoriel et cognitif des modes de compréhension de la judéité en Occident, est en quelque sorte rejeté par principe. Il n'est pas possible de comprendre ce que c'est le sionisme lorsqu'on a présupposé que les juifs sont les représentants d'une religion. L'idéologie postmoderne que nous connaissons aujourd'hui est d'autant plus allergique à l'idée d'un État d'Israël que la postmodernité s'est fondée sur le principe d'une citoyenneté universelle. Par conséquent, on a là un paradoxe supplémentaire, et c'est pourquoi la démonisation de l'État d'Israël en tant qu'État-nation est d'autant plus facile qu'il y a bien longtemps que les Européens sont revenus de l'idée d'État-nation. Sans compter que dans le contexte postcolonial, l'État et la politique souverainiste est toujours associée, là aussi, à des connotations qui sont disqualifiantes, colonialisme, racisme, etc. Ça, j'y reviendrai plus précisément tout à l'heure. Donc voilà pour ce qui est de l'arrière-plan constitué par les deux premiers cycles, cycle long, cycle médian. Maintenant, le cycle court, ou plus exactement l'articulation et la combinatoire des cycles brefs liés à notre époque, qui justifie pleinement la notion de rythme, c'est-à-dire de configuration, d'agencement et d'alternance en simultanéité. Il y a un effet de cumul, vous l'avez donc bien compris, et cette dynamique socio-discursive dont j'ai décrit à grands traits les acquis, parce qu'ils sont rémanents dans l'antisionisme contemporain, va s'adosser aux acquis donc des deux précédentes strates de la judéophobie, la strate longue, antijudaïsme théologique, la strate médiane, antisémitisme culturel. Alors là, on a une concurrence et une simultanéité de différents discours. J'en ai repéré quelques-uns que je vais essayer de caractériser devant vous. On a le discours de l'Union européenne, et plus spécifiquement le discours de la France. On a le discours politico-médiatique. On a le discours pédagogique, didactique et académique.
On a le discours lexicographique comme variante ou branche spécifique, mais particulièrement massive du discours pédagogique. On a le discours de la centrale palestinienne et du camp dit pro-palestinien, sur lequel je m'attarderai. On a le discours des nouveaux historiens qui ont joué un rôle considérable, enfin dont l'instrumentalisation du propos a joué un rôle considérable, notamment en France. Alors je vais aller assez vite sur les éléments différents de la typologie, sauf sur le discours de la centrale palestinienne et le discours du camp pro-palestinien. Je dirais simplement, pour ce qui est du discours de l'Union européenne, qu'il se caractérise par deux traits. C'est depuis le choc pétrolier, expression médiatique qui date de l'après-guerre de Kippour 1973, que l'Union européenne s'est peu à peu liguée contre Israël en camp de l'antisionisme, en fer de lance de l'antisionisme occidental, en sorte que dans ces évolutions administratives et légales les plus récentes, il est apparu que loin d'être un acteur véritablement soucieux de contribuer à une paix juste et durable au Moyen-Orient, l'Union européenne est apparue comme un belligérant à part entière de le conflit moyen-oriental. Alors, ceci va de pair avec des évolutions remarquables dont nous avons tous la mémoire, s'agissant plus précisément du rôle avant-gardiste de la France dans ce domaine. La conduite à pas forcé du processus de reconnaissance de la Palestine de manière totalement inconditionnée et inconditionnelle, reconnaissance par l'UNESCO, vote du Parlement qui a servi de modèle aux autres nations qui n'avaient pas encore voté, et puis tradition diplomatique et politique de longue haleine, si on en juge par les 30-40 dernières années, et même depuis l'après-guerre, la politique de collusion entre la France et puis les acteurs les moins fréquentables du monde arabo-musulman, le moufti de Jérusalem, partisan de l'extermination des Juifs, correspondant d'Eichmann, exfiltré par la France où il avait pris refuge après 1945, sous une fausse identité, avec l'aide du Quai d'Orsay, la réception de l'imam Khomeini avant la prise de pouvoir en 1980, à Neuf-le-Château, pour ceux qui étaient nés à l'époque, qui s'en souviennent peut-être. Pour ceux qui ne savaient pas, ils l'apprennent aujourd'hui. Enfin, l'accueil affectueux du vieux, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire le chef historique de l'OLP, Arafat, et puis, avec les honneurs militaires, le retour de son cadavre sous escorte de la gendarmerie et de l'armée française à l'aéroport du Bourget. Eh bien, ce sont des symboles qui ont été fortement médiatisés et qui montrent effectivement le peu de neutralité dont le rapport France-Israël et Europe-Israël a bénéficié dans un contexte où l'Union européenne a prétendu être acteur bienveillant dans la résolution du conflit. Dans ce contexte, on voit depuis le début de l'année 2000 l'institution d'un clivage qui est de nouveau une nouvelle forme de partage fondamental, qui a aussi libéré la parole néo-antisémite et véritablement un antisionisme qui est aujourd'hui facteur de passage à l'acte. D'un côté, avec l'inauguration du mémorial de la Shoah à partir de 2004, une véritable opération de sanctuarisation de la Shoah et des Juifs en tant que victimes ou rescapés du nazisme, et de l'autre, à proportion de cette sanctuarisation, une discrimination sans frein et médiatique et politico-médiatique de l'État d'Israël. Ce qui fait que les mentalités sont proprement frappées de schizophrénie aujourd'hui. Et cela n'empêche au demeurant que l'épithète sioniste soit devenue une invective que le mot juif au XIXe siècle ou au Moyen-Âge. Le discours politico-médiatique, bon, j'en ai dit quelque chose, je ne dois pas trop insister là-dessus. Je dirais que, et c'est un rappel, qu'on assiste à un renversement de positions politiques et diplomatiques et idéologiques à partir de la guerre du Liban. Disons que le capital de sympathie politique de bénéficier à Israël jusqu'à la guerre des 6 jours s'effondre à partir de 68 sous la pression du nouveau discours tiers-mondiste émergé de 1968, des révoltes étudiantes. Et puis à partir de 1968 et au-delà, jusqu'à 1980, qui est un point d'orgue, et Léon Poliakov l'a signalé de Moscou à Beyrouth, l'essai sur la désinformation qui date de 83, la montée en puissance d'une atmosphère véritablement pogromiste, au point que Trigano, à juste titre, a pu parler de pogrom médiatique depuis plusieurs années. Mais ce renversement, ce déplacement psychologique
a eu des effets extrêmement puissants dans l'opinion, en sorte qu'il a servi à étayer une vision totalement univoque de la question palestinienne, qui est apparue comme la nouvelle formulation de la question juive pour les Européens. 3, le discours pédagogique et didactique. Alors là, il faudrait faire la part entre l'éducation élémentaire, secondaire, supérieure. Je mentionnerai simplement ce qu'il en est du traitement par l'éducation nationale de l'histoire ou du thème juif dans les manuels, de la 6e à la 3e et au-delà. Je signalerai l'existence de 4 moments qui sont complètement segmentés et éloignés l'un de l'autre, en sorte que les élèves qui n'ont aucun rapport avec la culture juive ne peuvent pas comprendre ni ce qu'est un juif, ni ce qu'est le judaïsme, et encore moins ce qu'est l'État d'Israël. On entend parler des Hébreux pour ce qui est de la préhistoire. Là, ils coexistent avec les Égyptiens, les Grecs, les Romains et les Gaulois. Et puis disparaissent, et on entend parler de l'émancipation des Juifs avec la Révolution française. Enfin, entre la préhistoire et la Révolution française, il s'est passé des choses quand même. Ensuite, on a la révolution industrielle et la révolution libérale, l'affaire Dreyfus. Bon, ceux qui sont un peu intelligents ou attentifs comprennent qu'il y a un lien entre l'antisémitisme et l'émancipation. Mais ensuite, un saut dans le temps de plusieurs décennies. On nous parle de la Seconde Guerre mondiale, du phénomène concentrationnaire, incidemment des Juifs et d'Auschwitz, qui est devenu un symbole, donc une sorte de métonymie qui nous permet de faire l'économie de ce qu'a été l'ampleur du génocide et sa systématicité industrielle, avec ce qu'elle dit de la tendance destructive de la civilisation occidentale. Et puis, enfin, la géopolitique du Proche-Orient, avec un traitement des plus fallacieux du thème israélien. On mentionne la création de l'État d'Israël en 1948, mais on ne dit pas que d'autres États de la région ont été formés exactement dans les mêmes conditions, au terme du traité de Versailles et au-delà de ces développements. On ne parle pas des accords de San Remo qui garantissent la souveraineté internationale d'Israël, ce qui permet à tout le camp pro-palestinien de dire qu'Israël n'a aucune base légale, et ça c'est devenu un lieu commun dans l'opinion. En sorte que pour résumer, on dira les choses de la façon suivante. Il y a une véritable sortie de l'histoire du peuple juif après l'Antiquité, dans les manuels d'histoire. 2, une réapparition inexpliquée au moment de la Révolution française. Ensuite, une considération qui n'est qu'incidente du phénomène concentrationnaire et de la spécificité de la Shoah. Quant à l'État d'Israël, il est d'emblée situé dans une perspective néocoloniale, dans un contexte postcolonial, ce qui est évidemment catastrophique pour sa perception. Enfin, rien sur la contribution juive à l'essor de la civilisation européenne, en sorte que, après des décennies d'enseignement de l'histoire républicaine et des décennies de traitement médiatique de l'information proche-orientale, et pourtant ça n'est pas faute de moyens, on se demande pourquoi les Européens non juifs sont toujours aussi ignorants sur l'histoire du peuple juif. Point de suspension. Le discours lexicographique est tout à fait intéressant aussi, puisqu'il entérine depuis des siècles, depuis l'existence des premiers dictionnaires, 1617, la réduction cléricale, l'antinomie catégorielle dont j'ai parlé, et il n'est que de consulter aujourd'hui les dictionnaires Robert, qui sont la référence, et donc la Société du Nouveau Littré, j'y ai travaillé quelques années, aussi bien en langue qu'en encyclopédie, pour constater que le traitement d'Israël et du judaïsme consiste à un plaidoyer discret pour la cause palestinienne. Quant à ce qui est de la définition du mot juif et du champ morphosémantique et lexical, donc en langue simplement, il avait fallu prendre un certain nombre de décisions et ça avait pris des années pour modifier quelques culturèmes dans les exemples notamment pour ce qui était de la définition, puisqu'on arrivait à des paradoxes aberrants. Les Juifs étaient définis par rapport à la Palestine, ce qui est bien que les Palestiniens étaient les véritables Juifs. Et puis finalement, dans le même registre, comment dirais-je, didactique, ou du discours didactique, à la même époque, aux mêmes époques, l'autre littérature qui a un certain impact tout de même, je parle des ouvrages de catéchisme, qui cultivent l'anachronisme, puisqu'on nous dit que Jésus est né en Palestine, alors que Jésus est né en 1933 et que la Judée n'a été rebaptisée Palestine qu'en 135 avec Adrien. Donc pour ce qui est des jeunes esprits en formation, même s'il y a eu Vatican II, on voit mal comment on pourrait mettre un terme à la judéophobie dans un contexte pareil, puisque la Palestine, c'est l'OLP et l'autorité palestinienne. Maintenant, le discours de la centrale palestinienne, je l'ai gardé pour la bonne bouche, avec le camp pro-palestinien.
Alors le discours de la centrale palestinienne, on pourra isoler 3 moments. Là, c'est un rappel, et je vous les signale. Le premier moment, c'est celui qui va de 1920 à 1960. Eh bien, le discours, je dirais, proto-historique de l'OLP, au fond, c'est en réalité un discours nationaliste islamiste, marqué par l'activité pogromiste du Haut Comité arabe, sous la houlette du moufti de Jérusalem, Al-Husseini, donc que la France a exfiltré en 1945 sous une fausse identité pour qu'il échappe à Nuremberg, avec la branche palestinienne des frères musulmans, et lequel a mené une politique pogromiste au moment des massacres de Hebron dans les années 20 et des émeutes de Jérusalem 36 à 39, contemporain du livre blanc émis par la Grande-Bretagne, puissance mandataire, sous la pression du Haut Comité arabe. Ce qu'il faut savoir en outre, c'est que les pogroms déclenchés par le Haut Comité arabe à cette époque-là n'avaient strictement rien à voir avec la présence dite sioniste, puisqu'ils s'en prenaient à des communautés religieuses qui n'étaient jamais parties d'Israël et qui étaient, dans le meilleur des cas, des yeshivot, et donc des gens totalement indifférents à la politique. Donc ce qu'il était question de faire ici, c'était d'infliger des humiliations et des pertes et des deuils à des communautés qui, aux yeux du monde arabo-musulman, étaient des dhimmis, c'est-à-dire des soumis à l'islam. Et cela valait pour les populations chrétiennes à l'époque. Et on sait, depuis les 20 dernières années, que la condition chrétienne, y compris palestinienne, est loin d'être heureuse, puisque en dehors des meurtres, assassinats, défenestrations, éventrements et départs forcés, ce nombre a diminué considérablement. Et on trouvera difficilement aujourd'hui un chrétien palestinien désireux d'être membre de l'OLP et à plus forte raison du Hamas. En ce qui concerne la période ultérieure, de 1960 à 1993, là, il y a un véritable travail d'effacement de l'archive islamo-nazie, mais là, c'est pas polémique, c'est historique, puisqu'on sait que le Haut Comité arabe a été l'allié du Troisième Reich dans la Palestine, entre guillemets, c'est-à-dire a été véritablement le fer de lance de la poursuite du programme d'extermination d'Eichmann. Et là, on a une correspondance, c'est très documenté. Vous voyez, CDJC, enfin, Centre de documentation juive contemporaine, c'est-à-dire au fond mémorial de la Shoah, le facsimilé de la correspondance entre Eichmann, la chancellerie du Reich et puis le Haut Comité arabe. Vous voyez aussi les travaux de Poliakov, de Cooper et de Mellman sur le croissant fertile et la croix gammée, ou encore de 2 journalistes qui avaient été précurseurs à partir de 90, Faligo et Koffer, le croissant et la croix gammée. Mais aussi Taguieff en 2010, la nouvelle propagande anti-juive. Donc là, on a quelque chose de très documenté. Il fut un temps où il était honteux, voire scandaleux de parler de cela, parce qu'on se faisait traiter de fascistes et de négationnistes, alors que c'est ceux qui nous renvoyaient ces accusations qui l'étaient de manière exemplaire. Alors, en ce qui concerne maintenant les mécanismes, et c'est la fin de mon exposé, de l'idéologie antisioniste, je ferai remarquer ceci. Ça peut être intéressant d'en faire une analyse technique, parce qu'au fond, ça nous permet de sortir du sensationnalisme et de l'impression, y compris fortement marquée par l'émotion, que ce genre d'énoncé peut susciter, aussi bien chez les partisans que par les victimes de ces énoncés. Alors, je ferai remarquer 3 choses. La première, c'est que le mécanisme de l'idéologie antisioniste repose sur la construction d'un ethos dédoublé. D'abord, l'image de soi, l'OLP, l'autorité palestinienne, le camp palestinien, qui bénéficie d'une orientation axiologique positive, et l'éthos disqualifiant, c'est-à-dire l'image de l'autre, sionisme, État d'Israël, incidemment juif sympathisant l'État d'Israël, travaillé par une orientation axiologique négative. Maintenant, les ressorts psychologiques et sémiotiques, et je vais donner des exemples très précis. Eh bien, il me semble que le point de vue de Lacan et d'Althusser sur ce que sont les mécanismes de l'idéologie est ici très pertinent. Lacan et Althusser rappellent que toute idéologie repose sur le principe de la spécularité, c'est-à-dire du jeu de miroir. La spécularité, en outre, se comprend comme un double mécanisme de jeu entre un phénomène de reconnaissance et, en même temps, un phénomène de méconnaissance. Il s'agit en l'occurrence ici de faire reconnaître Israël comme ce que l'histoire de l'Occident compte de pire, c'est-à-dire d'associer Israël à des traits de l'histoire européenne qui sont les plus rejetés, les plus honnis, les plus détestables,
nazisme, impérialisme, colonialisme, et de jouer avec ces épithètes de façon à tresser des équivalences qui sont des pseudo-équivalences historiques et logiques. Il en résulte un effet de méconnaissance automatique, c'est que ces énoncés sont des énoncés écrans qui font obstacle à la compréhension et la connaissance historique d'Israël, du peuple juif et de l'histoire du sionisme. Il en résulte un mécanisme d'inférence automatique au terme duquel l'antisionisme apparaît comme une forme du progressisme, de l'antiracisme et de l'humanisme. Et enfin, ces énoncés s'avèrent puissamment mobilisateurs et définissent purement et simplement une doxa, c'est-à-dire un référent cognitif automatique et majoritaire. Il s'agit proprement des techniques du discours totalitaire que Victor Klemperer a bien analysé dans Lingua Tirsum Imperi ou bien Jean-Pierre Fay dans Le langage totalitaire, très redevable aux travaux de Klemperer par ailleurs. Il y a une typologie de ces techniques que j'ai repérées, donc il y a 7 procédés, je vais y revenir, et puis un ensemble de pseudo-équations qui sont des équations efficaces que je vais mentionner rapidement. Il nous reste 10 minutes, j'avais commencé à 10, c'est possible? Oui. Très bien. Alors voilà, en ce qui concerne les procédés, on repère d'abord un procédé qui est celui de l'auto-légitimation. On va parler des résistants palestiniens. Le phénomène de reconnaissance, c'est que les résistants, c'est les résistants français et européens qui ont résisté à Hitler. La méconnaissance, c'est que ce sont les Israéliens qui sont des résistants. La neutralisation, puisque les Arabes ont refusé le partage de la Palestine, et que par conséquent, depuis 1948, Israël mène des guerres de défense, ou une seule guerre de prévention en 1967, ou bien les guerres localisées de Gaza, après avoir reçu quelques milliers de missiles, on décide d'intervenir au bout de 4 mois. La neutralisation. Les Arabes palestiniens sont aussi des sémites. Par conséquent, ils ne peuvent pas être antisémites. Ça, j'ai adoré. J'ai entendu ça dans un colloque à Montpellier. Je revenais de Tel Aviv et j'ai failli me faire lyncher en rappelant que le mot antisémite avait été forgé en 1877 pour désigner la haine des Juifs et que les Arabes avaient beau être des antisémites, le mot antisémite ne visait pas la haine des Arabes et que pour en traiter, le cas échéant, il fallait inventer un autre mot. Mais que cette acrobatie sémantique ne suffisait pas à exonérer le monde arabo-musulman d'un antisémitisme virulent qui était marqué dans sa propre archive canonique. Et puis aussi, on en entend parler aujourd'hui avec une nouvelle variante, c'est ne pas faire d'amalgame. Il ne fallait déjà pas faire d'amalgame en 2001 entre l'antisémitisme et l'antisionisme. Aujourd'hui, il ne faut pas faire d'amalgame entre l'islam et l'islamisme. Mais jusqu'à preuve du contraire, il n'y a aucune différence doctrinale entre l'islam et l'islamisme, sauf au moment où l'islam décidera de faire une réforme. À ce moment-là, on pourra dire qu'il y a un islam et de l'autre côté un islamisme. La substitution. Le narratif palestinien s'est présenté comme un narratif de substitution du narratif juif. Exil, diaspora, génocide, retour. L'identification. On a eu des représentations iconographiques très fortes, fortement médiatisées. Vous vous souvenez peut-être, dans les années 80, Arafat réfugié dans l'église de la Nativité. Donc on avait l'idée d'une collusion de l'archive du martyre des Palestiniens et de la Passion du Christ. Ça a été très efficace en France. Et puis à la même époque, on nous rappelait que Jésus était palestinien. Ce que l'Église de France n'a pas démenti avec son catéchisme. Mais là, c'était tout à fait indépendant de... Il ne s'était pas concerté, c'est simplement qu'on a une historiographie marquée par cette naturalisation de la Pax Romana, si vous voulez. L'idéalisation. Arafat était qualifié d'icône, de chef historique. Et il était présenté comme l'équivalent moyen-oriental de Che Guevara, lequel jouit encore d'un grand capital de sympathie. L'OLP et le Fatah, ça c'est la méconnaissance, on ignorait que c'était l'émanation tiers-mondiste des frères musulmans dans un contexte de reformulation de la base doctrinale des frères musulmans pour complaire à l'idéologie européenne. Mais du point de vue des autres procédés, on a encore l'approximation. Arafat avait déclaré la charte de l'OLP caduque. Je me souviens, à l'époque, je travaillais avec Léon Poliakov à notre livre d'entretien, et Poliakov avait souri, il dit ils sont malins à l'OLP, puisque les Français ne savent plus ce que veut dire caduque. Caduque veut dire vieilli, et tout le monde avait compris périmé, abrogé, inexistante. En fait, il faut savoir que la charte de l'OLP n'a jamais été abrogée, jamais. Pas même au moment de lettres de reconnaissance entre Arafat et Rabin en 1993. Il y avait eu un projet d'abrogation, mais cela supposait que le Conseil national palestinien se réunisse
ce qui n'a jamais été fait. En sorte qu'on peut comprendre la plasticité des liens, des renversements d'alliances et des rabibochages fréquents entre le Hamas et l'OLP. Simplement, l'un a un complet cravate et l'autre a une Kalachnikov et dit clairement qu'il veut tuer les gens. Mais pour avoir la confirmation claire et nette de ce que je viens d'avancer, il suffit de vous renseigner, puisque tout le monde a l'Internet aujourd'hui. Regardez le site académique Palestinian Media Watch, qui est fait par des historiens de l'Université de Bar-Ilan, qui tiennent une information au jour le jour de ce qu'on trouve dans les médias palestiniens, télévision, presse écrite, dessins animés pour enfants, et déclarations, double discours, autrefois de Arafat, aujourd'hui de Mahmoud Abbas. D'un côté, on va dire que les Israéliens ne veulent pas la paix, de l'autre, on dit que Tel Aviv fait partie de la Palestine et qu'il faut libérer la Palestine. Enfin, la présupposition moralisante, Israël a perdu son âme, le péché originel d'Israël. Évidemment, ça c'est très parlant pour un esprit européen marqué par l'idée qu'il faut avoir l'âme pure pour faire de la politique. Et puis la méconnaissance tout de même avec ce que les gens ont dans le crâne s'agissant du peuple élu, du peuple du livre et du peuple témoin, c'est qu'on oublie au passage que l'Israël État-nation n'a rien à voir avec une catégorie liturgique. Enfin, le discours du camp pro-palestinien, et là j'en ai terminé, je pense très important de le rappeler ici, on a une fabrication d'équations efficaces qui sont autant de slogans, j'en ai dénombré 4, et qui sont repérables sur le plan chronologique, bien qu'aujourd'hui, avant le passage à l'acte, ils ont été de nouveau contemporains et co-occurrents. D'abord, sionisme égale impérialisme, ça c'est dénoncé. L'effet de reconnaissance, c'est que donc le sionisme est impérialiste, c'était dans les années 70, comme les USA le sont au Vietnam. La méconnaissance, c'est que les guerres d'Israël sont défensives et qu'Israël est grand comme la Bretagne. 2. Sionisme égale colonialisme, comme la France en Algérie. Ça, c'était évident. Et d'ailleurs, même, il y avait des ahuries de gauche en Israël, ça ne veut pas dire que je sois de droite, au contraire, qui présentaient à la cinémathèque la bataille d'Alger, à la cinémathèque de Tel Aviv. Hein. Donc c'est vrai, tout le monde allait voir, ah mais oui, c'est vrai, mea culpa, nous sommes comme les paras français en Algérie. Le problème, c'est que le mouvement sioniste n'avait pas de métropole. Parce que pour être colonialiste, il faut partir d'un pays déjà constitué pour envahir les autres. Troisième, le sionisme égale nazisme, avec tous les culturels, génocide du peuple palestinien. À l'époque du départ forcé d'Arafat et de l'OLP de Beyrouth, on avait dit que les Palestiniens, les combattants palestiniens avaient résisté aux nazis de Tsahal, comme les Juifs dans le ghetto de Varsovie. Et ça avait été signalé par Polyakov dans ses articles de l'époque. Et puis on parle du territoire occupé. Les territoires occupés, ce sont les territoires occupés de l'Est dans le Troisième Reich. Donc on a une nazification d'Israël. Nazisme égale sionisme, j'ai envie de dire mon œil. Regardez donc Mein Kampf et le mythe du XXe siècle. Vous avez la première charte de l'antisionisme. Ça n'est pas seulement l'antisémitisme biologique, c'est l'antisionisme à l'état pur et à son état naissant. Puisque ensuite, 10 ans plus tard, ce sont les soviétiques qui feront office d'antisionisme, mais comme l'a rappelé le premier Polyakov et confirmé Taguieff, parce que l'Union soviétique avait recyclé des agents de l'Abwehr, et c'était eux qui avaient retrouvé les plombs des journaux nazis pour reproduire les mêmes caricatures qu'à l'époque du Troisième Reich, mais cette fois-ci en déguisant les juifs banquiers en juifs soldats de Tsahal. Et puis enfin, le sionisme égale apartheid, comme l'Afrique du Sud, bien évidemment, sauf que la méconnaissance, c'est qu'en Israël, on a une démocratie parlementaire, où les Arabes peuvent être juges, députés, officiers supérieurs, policiers, et juges de la Cour suprême, prenant souvent des décisions contraires aux intérêts de l'État ou de l'entité sioniste. Point de suspension. Alors donc, ces pseudo-équivalences sont en réalité des pseudo-équivalences logiques, puisque la réversibilité n'est pas pensable ni démontrable. Sionisme égale nazisme, mais certainement pas nazisme égale sionisme, sauf à supposer que les Allemands nazis, dans un premier temps, voulaient faire partir les Juifs en Palestine pour s'en débarrasser, mais enfin, ça n'a pas été long. Après, on a eu la conférence de Wannsee. En tout cas, ces inférences sont de nature à délégitimer Israël et à rendre acceptable l'antisionisme comme une posture morale recommandable. Enfin, quelques mots de conclusion, bilan et perspective.
Alors on a vu que ce discours très structuré, finalement, s'appuie sur une discursivité très stratifiée qui se construit pendant 19 siècles, dont le patrimoine stéréotypique est activé et réactualisé dans un contexte de guerre psychologique et symbolique contre l'État d'Israël. Donc l'archive judéophobe est mobilisée dans son intégralité et que cela produit des effets de réel. La question, c'est de savoir s'il y a des leçons de l'histoire. Peut-on endiguer cela? Peut-on prévenir cela? Comment agir? À quel niveau? Évidemment, il y a les mesures immédiates. Il fallait quelques passages à l'acte pour qu'on ait de nouveau un discours gouvernemental empathique et préoccupé de résultats pratiques. Bon. Mais il est évident que cela ne peut pas se régler par des mesures de justice et des mesures de police seulement. Il faut des mesures civilisationnelles. Je rappelle que Condorcet, dans ses mémoires sur l'instruction publique, faisait la distinction entre l'instruction et l'éducation. Le problème, c'est que l'éducation n'est plus possible à l'échelle massive à cause du processus de désymbolisation que nous connaissons. Quant au domaine de l'instruction publique, on a vu son état de déshérence. J'ai signalé quelques éléments tout à l'heure à ce sujet. Peut-être peut-on attendre quelque chose de certains cercles académiques, enseignants et chercheurs. Je pense qu'ici, c'est un laboratoire exemplaire à cet égard. Poliakov me disait à la fin de sa vie qu'on ne lutte pas contre l'antisémitisme avec des arguments. Mais, dit-il, on peut lutter contre l'antisémitisme avec une véritable éducation. C'est extrêmement important. C'est-à-dire qu'il me semble qu'effectivement, il y aurait lieu de développer des pistes et des politiques éducatives nouvelles sans forcément attendre l'aval du gouvernement ou les recommandations de l'éducation nationale. Les enseignants sont suffisamment structurés et autonomes pour prendre eux-mêmes des initiatives. On peut imaginer une organisation réticulaire à l'échelle française, mais également européenne, une fédération de la recherche, mais soucieuse de communiquer, non pas entre chercheurs, mais en direction du plus grand nombre, de multiplier, comme je l'ai fait à ma petite échelle depuis 4 ans, des universités populaires, après tout, pour instruire les gens, puisque 50 ans de manuels, de médias, les ont au contraire abêtis. Voilà. Merci de votre attention. Alors c'est moi qui prends le relais, d'abord pour remercier Georges-Elia Sarfati pour cet exposé qui a su lier le temps long, très long, et puis l'actualité, qui a posé des cadres, posé des distinctions, des repères importants et qui soulève aussi, je crois, beaucoup de questions. Qui va donner lieu, j'en suis sûre, à des échanges riches que j'ai donc le plaisir et l'honneur d'ouvrir à présent. Je vais peut-être commencer par poser moi une question, et puis ensuite peut-être... Alors, j'en ai beaucoup, hein. J'en prends une... voilà, parmi les autres, en revenant peut-être sur la trame qui est au cœur de votre analyse, à savoir ce triptyque, si j'ose dire, de la judéophobie, anti-judaïsme théologique, antisémitisme social et culturel, et puis antisionisme politique. Vous présentez les 3 points de ce triptyque dans une continuité historique, donc l'anti-judaïsme théologique de l'Antiquité et du Moyen-Âge, auquel succède l'antisémitisme social et culturel des XVIIIe et XIXe siècles, et puis enfin l'antisionisme politique des, disons, 100 dernières années, puisqu'il est, vous le montrez, antérieur à la création de l'État d'Israël. Alors voilà, moi, cette continuité soulève chez moi beaucoup de questions. J'en prends une d'abord. Du coup, vous faites passer presque de manière comme si cela allait de soi. Vous assimilez l'antisionisme à une forme de judéophobie. Donc ça, en soi, c'est une thèse qui est extrêmement forte. Et je voudrais vous demander ce que vous répondriez à ceux qui, justement, prennent le soin de distinguer très fermement les deux. On entend d'ailleurs le discours antisioniste s'accompagne presque toujours d'un lieu d'antisémitisme. Je ne suis pas antisémite, mais je suis antisioniste. Donc on sait que ça peut être un procédé rhétorique. Et c'est pas de ce procédé rhétorique-là tellement dont je voudrais parler, mais plutôt, est-ce que vous pensez que tout antisionisme est une forme de judéophobie,
comme vous semblez le dire, ou bien est-ce qu'il y a la possibilité d'un antisionisme qui ne soit pas judéophobe, et dans ce cas-là, quel pourrait-il être? Et si vous assimilez l'antisémitisme à une forme de judéophobie, que faites-vous des juifs eux-mêmes qui sont eux-mêmes hostiles au sionisme? Et là, je ne parle pas des juifs qui sont hostiles au sionisme parce qu'ils sont hostiles à leur propre judaïsme, mais plutôt des juifs qui sont hostiles au sionisme par souci d'authenticité juive, si je puis dire. Alors moi, évidemment, je pense à Hermann Cohen, il y a un siècle, parce que j'ai beaucoup travaillé sur lui, et qu'il est très hostile à la montée du mouvement sioniste, mais pour des arguments juifs, si j'ose dire, et puis peut-être plus proche de nous, à quelqu'un comme Judith Butler, ou enfin, voilà, à toutes ces réflexions juives qui conduisent à une hostilité au sionisme. Voilà, je m'arrête là. Merci. Oui, alors vous avez raison de dire que ma définition est très rigoureuse et catégorique, au sens où je montre que c'est une catégorie opératoire, une modalité de la judéophobie historique, et qu'elle a ses références canoniques. Mais de même que ceux qui avancent effectivement qu'il y a une indifférence ou une critique juive de l'État d'Israël, je ne dirais pas que ce sont des antisionistes. Parce que là encore, l'antisionisme a une archive très spécifique qui est proprement le discours nazi. La première formulation de l'antisionisme se trouve dans Mein Kampf. La seconde formulation de l'antisionisme se trouve dans les textes de Staline. Et la troisième formulation de l'antisionisme se trouve entre Hitler et Staline. C'est le Haut Comité arabe. Au-delà de cela, je parlerai de critique de l'État d'Israël, de critique du sionisme y compris. Mais je n'appellerai pas cela de l'antisionisme. Parce que l'antisionisme, c'est un discours homicide. Parce que l'antisionisme dit les Juifs n'ont pas le droit à un État. Mais Hermann Cohen ne dit pas les Juifs n'ont pas le droit à un État. Il dit moi, je ne suis pas favorable à la création d'un État d'Israël. Mais s'il existe, je ne vais pas mettre des bombes. Judith Butler ne dit pas autrement. Chomsky, qui est un radical furieux, ne dit pas l'État d'Israël doit disparaître. Il dit je suis un critique de la politique de l'État d'Israël comme je suis un critique de l'impérialisme de mon propre pays. Vous voyez ? Mais ce sont bien deux choses différentes. Et alors, cela dit, on peut, et j'irai jusque-là, rencontrer des discours d'une très grande dureté chez des gens qui sont critiques du sionisme et de l'État d'Israël, mais ils ne sont pas antisionistes parce qu'ils ne vont pas nier à l'État d'Israël la possibilité d'exister, ni dénier au peuple juif la possibilité d'avoir un État-nation. Peut-être. Alors, comment est-ce qu'on fait circuler Je prends 3 questions à la suite. Merci de voir. Bonjour. Je voudrais vous poser une question, ou peut-être deux questions brèves. La première, il me semble que vous n'avez pas vraiment abordé l'antijudaïsme islamique. Et la deuxième question, à propos de la rhétorique palestinienne antisioniste, vous avez abordé cette aspiration génocidaire. Il me semble que ce serait intéressant d'évoquer aussi les accusations de crimes rituels, les blood libels. Oui. Et avec l'affaire Al-Doura, parce que c'est très récurrent dans les manifestations marron-islamiques. Merci. Oui. Voulez-vous que nous enregistrions les questions? D'accord. Très bien, très bien. Oui, oui. Il y a beaucoup de questions après. Sinon, on va faire... D'accord. Alors, on va faire 3 questions à la suite. Alors, ma première question est factuelle. C'est la date de cette pétition de retrait, pour le retrait de la citoyenneté aux Juifs en Europe. Je ne l'ai pas entendue. C'était 1890. Je peux vérifier. Oui. Et ma seconde question est une question de fond. Vous avez dit que la Révolution française a entériné la conception cléricale de la notion de juif. Quelle possibilité autre y avait-il? Si vous dites ça, c'est qu'il y avait donc une autre option possible. Est-ce que vous pouvez la décrire? Oui. Merci. J'aurais 2 questions en fait factuelles pour clarifier votre excellent exposé par ailleurs. Vous avez mentionné 2 étapes dans l'évolution de l'idéologie de l'autorité palestinienne. Enfin, oui. Et la deuxième étape s'arrêtait en 1973. Oui. Je ne sais pas ce que vous entendiez par la troisième étape, s'il y en a une, enfin, j'imagine. Oui.
L'autre question, vous avez été assez élusif concernant la notion d'idéologie, évoquant Lacan et Althusser. Oui. Mais je voulais voir comment vous appliquez ça à l'idéologie antisioniste ou Oui. antisémite aujourd'hui. D'accord, oui. Merci. Bon, c'est une soutenance de thèse. Écoutez, en ce qui concerne la deuxième question sur l'antijudaïsme islamique, j'y ai fait un peu référence, mais c'est tout simplement la théologie politique de l'islam qui est dirigée effectivement contre les infidèles, qui sont les gens les non monothéistes, et contre les gens du livre. Donc les infidèles, bon, il faut les exterminer, et les gens du livre, il faut les protéger, comme la mafia protège quelqu'un qui le raquette. C'est-à-dire que les dhimmites doivent payer un impôt, la jizya. Par exemple, Daesh en ce moment fait la même chose. Depuis quelques mois, les gens sont tenus de payer plusieurs milliers de dollars par communauté, centaines de dollars par individu. Sinon, ils sont passés au fil de l'épée sans bénéficier d'une diffusion vidéo. En ce qui concerne la rhétorique palestinienne, alors oui, vous avez raison, mais là, je tiens à votre disposition. Je ne sais pas si, Monsieur Jekyll, vous avez le temps de reproduire le document. Enfin, c'est pas grave. Si vous voulez, je peux, à ceux que ça intéresse, envoyer ce tableau qui détaille, en effet, que je tenais à votre disposition, ces thématiques, comme celle du crime rituel. Il est évident que l'affaire Al-Doura, et là, c'est une analyse très précise de la période 2000-2015. Précisément, avec les variations idéologiques. L'affaire Al-Doura, évidemment, comme moment emblématique de la réactualisation de l'accusation médiévale de crime rituel. Le problème, c'est qu'en France, c'est toujours pas tranché. Philippe Karsenty a été condamné pour diffamation à verser 7 000 € de dommages et intérêts, en sorte que le site de la CAPJO, Europe-Palestine Solidarité et France-Palestine Solidarité se félicite de ce que cet agent sioniste ait été condamné pour diffamation. Alors qu'on attend toujours le moment où Antenne 2 fera son mea culpa, parce que l'affaire Al-Doura a provoqué des centaines de morts et de mutilés dans le monde. Et déjà, au moment où ça avait été présenté aux télévisions, on avait eu droit, dans la semaine qui a suivi, à un lynchage dans la région de Jérusalem. Donc, évidemment, vous voyez le caractère très actif de la matrice judéophobe. En ce qui concerne votre question, madame, sur la Révolution française, alors oui, il y a un phénomène très intéressant, c'est que les contemporains et les précurseurs de la Révolution française, et en particulier les intellectuels et les philosophes, ont déjà pour grand souci, et c'est tout à leur honneur, de neutraliser le caractère infamant de la dénomination de juif. En sorte que Littré lui-même, dans son dictionnaire de la langue française, prend soin de faire entrer dans la langue, et cette fois-ci de lexicaliser un nouveau terme, qui est le terme israélite. Parce que israélite est neutralisant par rapport à juif, qui est une véritable invective à son époque. Alors il dit, et c'est ironique de sa part, désormais on ne se dit plus juif, on se dit israélite, comme d'aucuns, au lieu de se dire notaire, se disent avoué. Alors, on a un phénomène de neutralisation, mais c'est tout ce que l'on peut faire, parce que dans un contexte où effectivement l'État-nation apparaît, on n'a pas encore, non plus que dans la philosophie politique générale, certainement pas encore chez Rousseau, bien que chez Rousseau il y ait des considérations sur l'exil du peuple juif, et on voit bien qu'il comprend qu'il y a là une dimension politique qui va un jour émerger, mais c'est encore trop tôt. Il n'y a pas encore de philosophie politique juive, donc même les juifs dans leur ensemble sont encore captifs des catégories, je dirais, talmudiques, pré-modernes, si vous voulez. Donc on ne peut pas trop en demander aux gens, et encore moins à des législateurs et des philosophes qui ne sont pas juifs, mais qui ont le souci, en tant qu'humanistes, d'améliorer le sort de ces gens. Donc entériner les partages d'Ancien Régime, ça veut dire à tout le moins neutraliser les connotations négatives et éviter qu'ils soient de nouveau la cible d'humiliation, de mauvais traitements, d'enfermement dans des ghettos, etc. Donc on se soucie de neutraliser sur un plan légal, sur un plan symbolique, et de mettre en circulation une nouvelle désignation qui, elle, est neutralisante et en fait des juifs des égaux à part entière avec les autres citoyens, d'autres confessions. Donc c'est un nouveau champ lexical qui apparaît. On est plutôt dans la neutralisation que dans la possibilité de refonder la condition juive, si vous voulez. Vous aviez une autre question qui précédait celle-ci ?
Voilà, c'est ça, d'accord. Oui. Et enfin, en ce qui concerne les deux étapes de l'idéologie palestinienne, j'en ai mentionné en fait 3. C'est-à-dire que, si vous voulez, l'étape de transition, c'est les années 60-70. C'est-à-dire que, avant que l'OLP se déclare véritablement à l'échelle planétaire comme une extraordinaire machine de communication et de désinformation, le discours dont elle est issue, c'est-à-dire l'arrière-plan islamiste de la théologie politique de l'islam, les frères musulmans, etc., le passage de Al-Husseini à Arafat, se fait au bénéfice d'un nouveau discours qui est le discours tiers-mondiste. À ce moment-là, les Palestiniens ne prennent pas parti dans la guerre froide, ils sont ni à l'Est ni à l'Ouest, ils ne sont pas dans les deux blocs, ils sont chez les non-alignés. Et ça, c'est très important de se souvenir de ça. C'est-à-dire qu'à l'époque, on avait l'Inde aussi dans les non-alignés, vous voyez. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il y a ce que j'ai appelé le travail d'effacement de l'archive. Ils sont ni pro-américains ni pro-soviétiques. Du coup, ils apparaissent comme des gens sympathiques parce que il faut oublier qu'ils sont des islamistes et ils se présentent avec Nehru et c'était Al-Husseini qui est le représentant du mouvement palestinien avec Nehru à l'époque. Il est hérité de Gandhi quand même, comme un non-aligné. Et entre-temps, il a bénéficié d'un blanchiment par le Quai d'Orsay. Donc c'est une période qui dure quelques années, non alignée, tiers-mondiste, favorable aux indépendances. Donc ils s'inscrivent dans la guerre de décolonisation. Et c'est à ce moment-là que va naître le discours de l'OLP avec toutes les équations, les pseudo-équations efficaces que j'ai décrites par la suite. Et alors pour répondre, et ça complète ma question, et donc votre seconde question était un complément de demande d'informations supplémentaires, l'idéologie, je l'ai illustré précisément. J'ai rappelé que pour Lacan et Althusser, une idéologie était efficace parce qu'elle reposait sur un mécanisme de jeu de miroir. Qu'est-ce que c'est le jeu de miroir ici ? On a une population en direction de laquelle l'OLP oriente sa communication à grand renfort de médias, de financement, etc. Et pendant 50 ans, le public européen qui est complètement désinformé, sous-informé et qui est mal scolarisé pour les raisons que j'ai dites, va entendre répéter à satiété sionisme égale nazisme, racisme, apartheid, colonialisme, impérialisme. C'est ça l'effet de reconnaissance, c'est spéculaire. Ça me rappelle quelque chose, moi qui suis français, le colonialisme, je sais ce que c'est, l'impérialisme, je sais ce que c'est, le nazisme, je sais ce que c'est, l'apartheid, on en entend parler. C'est ça le jeu de reconnaissance. Je reconnais ces équations, je sais ce que ça veut dire, je sais ce que sont ces 4 mots. Et si on me dit que cela équivaut à sionisme, alors j'ai une compréhension de ce qu'est le sionisme. Et cela ne me permet pas de comprendre vraiment ce qu'est objectivement le sionisme. Donc reconnaissance, méconnaissance, efficacité. Et il en va de même pour tout ce que j'ai dit par ailleurs, c'est-à-dire les techniques de manipulation sémantique, combattant, substitution du narratif palestinien aussi au narratif juif, exil, diaspora, retour, etc. Voilà, c'est ça le caractère spéculaire. On va donner à reconnaître à quelqu'un ce qu'il sait déjà, mais en lui présentant que ce qu'il sait déjà, ça s'applique aussi à quelque chose qu'il ne connaît pas. Donc c'est une façon de ramener l'inconnu au connu. Et c'est ça l'efficacité. Et c'est ça la doxa. On fait une photocopie maintenant, peut-être. Volontiers, si vous voulez, ou bien je peux. Merci, madame. Oui, c'est une question sur l'articulation du niveau d'analyse discursif, on va dire, et de la dimension de certains aspects de l'histoire factuelle, j'ai envie de dire au bas mot comme ça. Par exemple, la reconnaissance par Balfour de l'idée d'un foyer national, ça s'appelle pas encore État, mais bon, la création par l'ONU, enfin l'admission par l'ONU d'Israël, avec l'État palestinien qui ne s'est pas créé finalement. Il y a quand même toute une série de faits où la dimension nationale juive ou israélienne est acceptée, reconnue, intégrée, etc. Bon, ça c'est une chose. Donc comment ça s'articule ce niveau de on ne reconnaît pas le judaïsme dans son identité pleine et entière, y compris nation,
et cette politique-là particulière. On pourrait dire aussi, de manière plus contemporaine, comment ça s'articule, les critiques d'Israël, colonialisme, apartheid, etc., avec, comment on pourrait dire ça, je vais aborder des choses un peu délicates, mais avec une certaine évolution de la politique israélienne dans des territoires occupés, réellement, si on peut dire, depuis 67, au moins, je ne dis pas depuis 48, évidemment, mais voilà, comment, je veux dire, il y a à la fois un effet de méconnaissance, là je suis d'accord, on globalise, on généralise, on plaque des schémas, etc., et à la fois une factualité d'une certaine politique israélienne dont il faut tenir compte. Je pense par exemple à des critiques comme celle de je ne sais pas si vous avez lu Diana Pinto, comment il s'appelle son livre Le peuple juif a déménagé. Non, l'Israël a déménagé. Israël a déménagé. Qui sont pas anti-sionistes, qui sont pas anti-juifs évidemment, bon, et qui sont quand même, voilà. Et alors, je pense aussi à un article de Diana Pinto qui était paru dans le débat en 2003, 4, 5, je sais plus, qui s'appelle Plus jamais ça, les malentendus de la compréhension du plus jamais ça entre l'Europe et Israël. Après-guerre, pour l'Europe, le plus jamais ça, c'est plus jamais de nationalisme ethnique. Et au nom de cela, on a accepté un Israël ethnique, entre guillemets, hein, un Israël juif, quoi, je veux dire. Et Israël se considérait comme devant exister au nom du plus jamais ça, devant exister en tant qu'État juif. Voilà. Donc, sauf qu'il était aussi juif et de ses citoyens, et puis qu'il devient peut-être de plus en plus ethnique. Et là, je reviens sur la question de la factualité des faits. Je pose la question parce que moi-même, je me suis heurtée à cette question-là, parce que j'étais, je crois, la première à étudier en 75 le discours antisioniste de Libération. J'en ai fait un article après qui n'était pas génial, après coup, que je le relis, mais qui est paru dans les temps modernes. Et c'est comme ça que j'ai rencontré Taguieff et Tarnero et d'autres. Et après avoir déconstruit le discours antisioniste de gauche, de la gauche maoïste de l'époque, je me suis dit, bon, voyons voir la politique israélienne, ce qu'elle a été dans les faits. Voilà. Donc, je ne dis pas la suite, c'est pas la peine, mais j'ai fait une histoire du mouvement sioniste. Je me suis penchée sur l'histoire du mouvement sioniste. Donc, c'est bien de déconstruire le discours, mais que faites-vous de toute cette factualité historique de reconnaissance, d'acceptation, etc. Voilà. On va prendre une autre question d'abord. Et Claudine après, on a assez de temps pour faire. Moi, je voudrais me placer sous un autre angle. Vous avez parlé de l'Europe et du Parlement européen et des positions européennes, mais je me demande si les positions européennes ne sont pas encore plus complexes, parce que en tant qu'anthropologue, quand on attaque la question de l'abattage rituel, quand on attaque la circoncision, on n'attaque pas uniquement les positions juives, on attaque aussi les positions de l'islam et les rites de l'islam. Donc, est-ce que là, il n'y aurait pas des nuances à faire à votre discours? Ça, c'est le premier point. Et deuxième nuance, je vois les positions du protestantisme pendant la guerre et de leur rôle et de leur soutien que j'ai étudié, et comment ces positions se sont complètement renversées à l'heure actuelle vis-à-vis de l'État juif. Et là aussi, on a des évolutions et des positions qui sont assez complexes et qui me semblent qu'il faut approcher de près. Merci. Y a-t-il d'autres questions? On va prendre une deuxième. Oui, d'accord. 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 Alors, en ce qui concerne votre question, madame, sur la déconstruction des discours et des idéologies, mais il me semble qu'en effet, la déconstruction des discours, la critique des discours est un préalable à la critique des politiques. C'est-à-dire qu'il va de soi que ça ne doit pas nous empêcher, la critique du discours antisioniste ne doit pas nous empêcher de faire la critique de la politique israélienne, surtout quand on vit en Israël. C'est-à-dire que quand on vit en Israël et qu'on a un problème qui s'appelle les territoires, non pas occupés mais disputés, et oui, c'est nouveau.
C'est-à-dire que c'est nouveau parce que le droit l'a enfin emporté depuis quelques années de passage à l'acte. On a fini par comprendre qu'effectivement, le territoire occupé, c'était pas le mot approprié, puisqu'on n'a pas encore de statut légal à ces territoires. Israël n'a pas de frontières, n'a toujours pas de frontières officielles, et par conséquent, des territoires qui sont occupés par l'administration militaire ou qui sont annexés, fait exceptionnel comme le Golan, exception faite du Golan, les territoires occupés ne sont pas des territoires annexés. Et c'est pour ça que ce sont des territoires disputés. Et ce que l'évolution récente du droit international et de la diplomatie, et y compris de l'esprit des négociations entre Palestiniens et Israéliens, et en tout cas entre Palestiniens qui veulent vraiment faire la paix et qui ne se servent pas de la paix comme d'une feuille de vigne pour cacher les bombes, eh bien, c'est un discours qui consiste à dire que, en tout cas du côté israélien, et y compris du côté de la gauche israélienne, que non, décidément, le slogan qui a prévalu pendant 20 ans, à savoir les territoires contre la paix, n'est plus du tout valable. Pour la raison simple que chaque fois qu'Israël s'est retiré d'un territoire qu'il n'a jamais voulu annexer, le lendemain, le Hamas ou le Hezbollah s'y sont installés. Sauf le Sinaï, encore qu'aujourd'hui, on a des opérations conjointes. Oui, enfin aujourd'hui, je veux dire aujourd'hui, c'est-à-dire depuis déjà 10 ans. Oui, oui. Mais ça veut dire qu'est-ce que je veux dire? Le Sinaï quoi, le Sinaï? Le Sinaï, il y avait des islamistes aujourd'hui, mais avant, il y avait des Égyptiens. Oui, depuis quand le Sinaï est rendu à l'Égypte? Oui, donc c'est pas mal. Donc ça fait presque 30 ans. Donc il n'y a pas de territoire occupé de ce côté-là. Oui, donc... J'entends bien, mais comment? Non, là, non, on m'interroge sur l'Égypte. Non, mais je ne comprends pas votre remarque là. Le Sinaï a été rendu à quelle époque à l'Égypte? Très bien, donc c'est pas un territoire occupé. Et depuis combien de temps? Très bien, depuis 30 ans, donc c'est pas un territoire occupé. Donc par rapport aux autres, les plus récents, le Nord Liban et puis ce qu'on appelle la Cisjordanie, et puis Gaza, on a vu ce qui s'est passé. Donc même la gauche ne croit plus à la paix contre les territoires. Donc le problème n'est plus du tout là aujourd'hui. Le problème est de savoir si véritablement les Palestiniens, quelle que soit leur représentation diplomatique et politique, sont véritablement sincères lorsqu'ils parlent de la paix. Mais quand ils attribuent toujours à Israël l'échec des négociations, c'est qu'en général, l'Europe ne fait part que d'une partie de leur discours. En réalité, si vous penchez sur les ouvrages relatifs à l'histoire des négociations, même les propositions les plus maximalistes, notamment de Barak, ont été refusées. Donc le problème, c'est de savoir, et là je vais aller très loin dans ce que je vais vous dire, si véritablement les Palestiniens veulent un État. À mon avis, non. Je vais vous dire pourquoi. Parce que le jour où ils auront un État, ils seront obligés d'avoir une comptabilité. Ils seront obligés d'avoir une comptabilité. Et François Hollande leur enverra plus 5 millions d'euros et l'Union européenne leur enverra plus 15 milliards d'euros pour reconstruire Gaza, c'est-à-dire à 50% des tunnels. Donc comment se fait-il que l'Union européenne, tellement intéressée à une conclusion, la conclusion de paix juste et durable, ne demande pas des comptes comme n'importe quel donateur pour savoir qu'est-ce qui est fait de son argent? D'accord? Ça, c'est quelque chose de fondamental quand même. Donc il y a quelque chose d'inique et d'amoral, y compris de la part des Européens si soucieux d'éthique et de justice entre les nations, à procéder comme cela, c'est-à-dire à participer à ce réarmement idéologique et meurtrier de manière constante depuis un demi-siècle. Ça, c'est une chose qu'il faut dire aujourd'hui. Je pense que les passages à l'acte qui ont meurtri tout le monde ces derniers mois permettent de faire bouger les lignes du discours et en particulier de liquider un certain nombre de stéréotypes et d'expressions toutes faites. Pour une fois, la vérité peut affleurer dans un contexte national où la pensée unique a prévalu de manière meurtrière. C'est pour répondre à madame quand même. Alors vous avez parfaitement raison sur les territoires. Attendez. Vous avez le micro. Voilà ce que ça a donné, mais il faut peut-être également voir pourquoi Israël a pris ces territoires. Je vous rappellerai, alors je reparle de 48, il y avait 5 armées arabes qui n'ont pas accepté le traité de partage, et donc on pensait même qu'Israël allait disparaître. Et en 67, on est malin aujourd'hui, il y a eu la guerre des 6 jours, mais qui vous disait, je vous rappellerai qu'en 67, tous les Juifs de France étaient pratiquement inquiets avec Nasser. Bon, ben c'est tout, il faut comprendre pourquoi les... Excusez-moi.
Dernier point, mais je termine de répondre à Madame. C'est ce que vous disiez très justement sur la déclaration Balfour, le discours de l'ONU en 47, etc. Oui. Alors, ce qui est tout à fait extraordinaire, c'est qu'on a effectivement une archive légale pré-diplomatique, puis ensuite légale, qui est à force de loi. Et en réalité, précisément, ce sont des discours paratopiques, ce sont des discours originaux, puisqu'ils tranchent avec l'esprit du temps. Voilà un Lord Balfour et voilà une société, une organisation des Nations Unies en 47 qui devient accessible, mais après le génocide, à l'idée que les Juifs pourraient avoir un État-nation. Mais ça reste, oui, ça reste dans les catégories du droit une véritable audace, parce que ça ne va pas forcément de pair avec une réforme des mentalités. Vous voyez, donc ça reste des discours minoritaires, malgré tout, ce qui laisse le champ libre, toute l'attitude à l'opération de délégitimation. Parce que la délégitimation d'Israël à laquelle on a eu affaire pendant plus de 20 ans, c'est tout de même un travail aussi d'effacement de l'archive légale, au point que les associations pro-palestiniennes fédérées en Europe, à l'échelle de tous les pays, à l'échelle de toutes les provinces, je me souviens que dans le Puy-de-Dôme, c'était une culture populaire, le pro-palestinisme. Qu'est-ce que Clermont-Ferrand a à voir avec l'OLP ou l'autorité palestinienne? Les associations de Madame Zemmour distribuaient des kéfiers palestiniens à la sortie de la fac à des étudiants qui étaient nés dans le village de Giscard d'Estaing. Je veux dire, ils étaient hystériques. Mais ils allaient à l'université, ils étaient licenciés, maîtres en lettres, en histoire. Mais néanmoins, ils pensaient vraiment que les équations dont j'ai fait l'analyse étaient à prendre pour mener sonnante et étaient véritablement des synthèses historiques. Vous voyez ? Donc, les grands textes de loi, les grandes déclarations auxquelles vous faites référence sont des discours minoritaires qui n'ont pas empêché le travail d'involution des organisations pro-palestiniennes et qui ont mené une campagne de délégitimation, c'est-à-dire aussi, in fine, de délégalisation de l'État d'Israël. Je l'ai mentionné dans le tableau, vous verrez, depuis les 15 dernières années écoulées. La délégitimation qui se traduit comme délégalisation, ce sont des grandes opérations comme le rapport Goldstone. Ce sont des grandes opérations comme la flottille pour la paix, Mavi Marmara, avec les procès qui s'en sont suivis pendant des années. Véritablement, le droit a connu une mutation. Il y a des usages, une instrumentalisation idéologique du droit. Aujourd'hui, la guerre ne se mène plus sur les champs de bataille, elle s'est menée longtemps sur le champ médiatique, mais elle se mène aujourd'hui sur le terrain du droit. Le TPI, Tribunal pénal international, depuis 2000, il arrive régulièrement que les organisations palestiniennes et pro-palestiniennes aient la velléité de traduire au TPI les dirigeants israéliens. Bon, évidemment, c'est aberrant. Je vous signale d'ailleurs que le 23 février, le tribunal de Washington a condamné l'OLP à l'autorité palestinienne à verser plusieurs millions de dommages et intérêts pour sa participation aux attentats des années 2000. Bon, ça se sait assez peu. Moi, j'attendais une déclaration de France-Palestine Solidarité là-dessus. Oui, moi je voulais revenir un peu en arrière dans l'histoire sur ce que vous avez appelé la cléricalisation de l'identité juive. Et donc pour clarifier un peu, là pour moi c'est pas très clair, c'est-à-dire que Yehudi c'est l'habitant de la Judée et qui est devenu le juif l'adepte du judaïsme. Donc dans la mesure où il y a eu cette diaspora, est-ce que vous pensez que les juifs devraient continuer à être une nation, l'habitant de la Judée dispersée, et non les adeptes d'une religion? Voilà, c'est pas très clair. Je voudrais avoir plus de précision sur votre analyse là-dessus. Et vous, qu'en pensez-vous? Non, mais je trouve que c'est intéressant parce qu'on parle toujours du judaïsme comme d'une religion et des juifs comme faisant partie du judaïsme. Bon, qu'ils soient athées ou qu'ils soient pratiquants. Voilà, c'est très bien ce que vous dites. Je réponds à partir de ce que vous venez de dire. Merci beaucoup. Alors voilà, justement, vous avez très bien compris, même si vous n'êtes pas consciente de ce que vous venez de dire. Les juifs sont croyants ou athées. Très bien. Ça, c'est typiquement l'expression de ce que j'ai appelé la réduction cléricale du judaïsme. C'est-à-dire que ça fait 2000 ans, en effet, que la conception dominante du judaïsme consiste à dire judaïsme égale religion, juif égale fidèle du judaïsme, sectateur de la confession mosaïque, comme on disait à l'époque de Littré. Bon. Le problème, c'est qu'en effet, à cette vitesse de désymbolisation, eh bien, en effet, quand on est juif dans ce cadre mental, à partir de ce référentiel, de deux choses l'une.
On est comme un catholique, c'est-à-dire ou bien on est croyant, ou bien on est athée. Si on est croyant, on reste juif parce qu'on est religieux. Si on est athée, c'est terminé, on n'est plus juif. Vous comprenez ? C'est-à-dire que la désymbolisation, elle passe par le biais des représentations cognitives. Si je nais dans une famille qui est persuadée qu'être juif, c'est être fidèle de la religion mosaïque, mais que j'ai des parents qui ne sont pas religieux, et je comprends que les rythmes obsessionnels soient pas forcément séduisants, mais que si je suis un lecteur de Freud, l'avenir d'une illusion, bah, moi je suis pas croyant, qu'est-ce que j'ai à voir avec ça ? C'est terminé, je ne suis plus juif. Le problème, c'est que ce transfert morphosémantique s'est fait au prix d'une déperdition de l'identité juive. Ce que la conception de l'histoire juive vécue par les juifs affirme, c'est que l'histoire juive ne se confond pas avec l'histoire de l'antisémitisme. C'est très important. Quelqu'un qui a une notion de ce qu'est l'histoire juive ne dira jamais que son histoire est celle de l'antisémitisme. Bon, en conséquence de quoi, il aura une conscience historique au long cours et sera éventuellement informé de ce que la dénomination du champ morpho-lexical et sémantique de la judéité a été passée au tamis des cultures occidentales et aux conditions que j'ai dites en début d'exposé, c'est-à-dire subi une déperdition d'informations, un véritable travail d'entropie. Et que par conséquent, en effet, Yehudi, c'est habitant de la Judée, sujet ou citoyen selon les contextes politiques, c'est parlant l'hébreu, c'est ayant une spiritualité, c'est ayant une religion, les deux ne se confondant pas. La cléricalisation, la capture identitaire fait que, dans le contexte de la polémique théologique, ce n'est plus le peuple juif qui va être interpellé, ce n'est même pas Israël en tant que nation ou royaume de Judée, etc. C'est Israël en tant que catégorie théologique qui a refusé la messianité de Jésus. À partir de là, on est dans un contexte, je dirais, monosémantique. Monosémantique. Il n'y a qu'une seule acception. Vous l'êtes ou vous ne l'êtes pas. Et vous l'êtes ou vous ne l'êtes pas en vertu d'une identification strictement religieuse. Donc ce qui fait que une grande partie de la désaffection massive du peuple juif par les gens qui n'ont pas été spécialement victimes des persécutions, et ça c'est d'un point de vue sociologique ce qu'on appelle l'assimilation, ben, ce sont des gens qui ont fortement intériorisé l'idée qu'être juif, c'était ou n'être pas religieux. S'il ne l'était plus, il n'était plus juif. Voilà. Donc maintenant, je vous pose la question, qu'en pensez-vous ? Non, je sais, c'est il n'y a pas que l'idée de nation et la religion. On peut aussi dire qu'il y a une dimension culturelle. Culturelle, la mémoire. Oui. Et on peut peut-être... L'histoire. Oui, je suis d'accord. Excuse-moi, oui. Voilà, ce micro... Et on peut peut-être faire la différence entre judaïsme et judéité. Attends, je peux rajouter juste une demande de précision. Mais juste une demande de précision. La pétition des 200 000 1890, elle venait de la part de quel citoyen européen, de quel pays, je veux dire? D'accord, il y avait une question ici. Bon. Oui, tout à fait. Je suis d'accord avec madame. Vous ne lui avez pas répondu. Parce que j'aimerais bien avoir une réponse à cette question. Et justement, je voudrais justement porter le regard là-dessus. Je ne vais pas insister trop parce que, vous voyez, moi, je vous ai beaucoup écouté. Et donc, pour vous, je me retrouve disons, dans la catégorie des antisémites. Puisque, bon. Donc c'est terrible le discours pour moi que j'ai entendu là. Pour moi, c'est de la propagande de A à Z pour l'État d'Israël. Et c'est absolument pas quelque chose qui m'explique ce que c'est aujourd'hui l'antisémitisme, le nouvel antisémitisme dont on peut parler, qui existe effectivement dans les banlieues, que je trouve extrêmement inquiétant par ailleurs. Mais je ne me reconnais absolument pas dans cette définition, dans cette catégorisation que vous faites, cette continuité.
Bon, juste pour un point, parce que j'ai pas envie d'en débattre en fait. Hein. Vous dites que ça n'a rien à voir avec la colonisation parce que forcément la colonisation, c'est qu'il y a une métropole. Comme si ça pouvait être réduit à ça, la colonisation. Et comme le foyer national juif, il a été mis en œuvre et instauré dans le cadre de la colonisation européenne. Vous ne pouvez pas l'évacuer comme ça. Bon, passons. Non, c'est pas ça le débat. Pour moi, c'est pas ça le débat, parce que moi, j'aimerais justement porter sur un point, sur là où qui me paraît intéressant, et sur lequel il faudrait effectivement travailler. Je suis d'accord avec vous quand vous dites que dans l'instruction en France, on ne parle pas du judaïsme. On en parle de façon des Hébreux dans l'Antiquité, et on fait un saut, comme vous dites, jusqu'à la Révolution française. Et ça, effectivement, je suis entièrement d'accord avec vous. Il y a une méconnaissance sur ce sujet-là qui est extrêmement grave et qui alimente, bien sûr, toutes les théories du complot et l'antisémitisme dans les banlieues ou ailleurs, parce que réduire ça en banlieue, c'est aussi une grave erreur. Voilà. Donc ça, sur ce point, voilà, je suis vraiment d'accord avec vous. Et j'aimerais le souligner, parce qu'une fois qu'on aura dépassé la question de ce qui se joue en Israël-Palestine, là, on pourra peut-être commencer à discuter. Mais pour l'instant, c'est extrêmement difficile. Très, très difficile. C'est même impossible. Mais là, j'ai envie de discuter avec vous, parce que là, j'ai envie d'entendre justement qu'est-ce qu'on pourrait justement enseigner, transmettre aux élèves sur le judaïsme en Europe. Ici, chez nous, autour des ghettos, Moi, je viens d'Alsace, voyez-vous. Ma famille est alsacienne. Je sais qu'en Alsace, il y avait un judaïsme extrêmement important, rural, complètement, qui fait partie de l'identité alsacienne. Et ça a été détruit. C'est l'Europe qui l'a détruit. C'est nous qui l'avons détruit. C'est pas les Palestiniens, c'est pas les Arabes. Et voilà, et donc, et ça c'est terrible. Et aujourd'hui, les Alsaciens ont autant de mal avec ce passé-là qu'ils ne connaissent pas, parce que nous, on ne transmet rien. La France ne transmet rien sur l'histoire de l'Alsace. Elle ne transmet strictement rien. Et du coup, il y a une ignorance totale des jeunes Alsaciens par rapport à ce passé juif. Et il y a une des régions en France où l'islamophobie la plus forte et la plus violente, c'est également en Alsace, et c'est pas un hasard. Il y a un lien entre les deux. C'est pour ça que je voudrais aussi que vous répondiez à Madame. Je trouve que sa question est extrêmement importante. Quand Marine Le Pen dit il y a le voile qu'il faut interdire dans la rue et il faut interdire aussi la kippa, l'antisémitisme et l'islamophobie, ils sont là tous les deux en même temps. L'islamophobie cache, et j'ai envie de dire, et ça, on ne sera absolument pas d'accord là-dessus. C'est tout à fait net. Et j'ai envie de dire aussi l'impossibilité de s'interroger dans le débat public sur ce qui se joue véritablement en Israël et en Palestine, ce qui se joue autour là-bas, l'impossibilité d'avoir un débat serein sur cette histoire, parce que effectivement, participe aussi de cela, moi, je pense. Mais donc, en tout cas, est aussi une forme d'antisémitisme structurel, d'État. Exactement comme aujourd'hui, on a une islamophobie d'État. Je sais qu'il y en aura qui ne sont pas d'accord avec ce terme, mais en tout cas, il y a des lois et des dispositifs, clairement, qui sont islamophobes. Et je vais vous dire, il y a un danger majeur. C'est que si Marine Le Pen arrive au pouvoir, là, on verra que tout ça va ensemble. Et là, pour l'instant, on est en train de se bouffer entre nous, alors que c'est le danger pour demain, il sera autant pour les musulmans que pour les juifs. Bon. C'est bien sûr... Le débat... Vous pouvez peut-être reprendre après, mais vous avez eu le micro tout à l'heure. Maintenant, c'est le... Voilà. Et sur le sujet de la haine contre les Juifs et
ce que beaucoup appellent l'islamophobie et la comparaison. Je crois que ça mérite encore une autre séance, parce que c'est très intéressant aussi de s'interroger pourquoi souvent c'est mis ensemble. Mais bon, je vous donne la parole. Merci de votre... J'ai noté plusieurs choses, je vais y répondre, et si vous permettez, je vais finir de répondre à Madame et Madame. Madame, vous disiez à juste titre, et je n'avais plus le micro à ce moment-là, qu'on ne peut pas réduire la judéité à la religion, etc. Mais bien sûr, je suis entièrement d'accord avec vous. D'ailleurs, en entrant ici même, j'ai eu la bonne surprise de trouver cette information apparaître. CNRS édition Albert Memmi. C'est Albert Memmi qui avait fait la grande distinction dans les années 60 entre judaïté et judaïcité. Bien entendu qu'on ne peut pas réduire le judaïsme à la posture religieuse. Je suis entièrement d'accord avec vous. Maintenant, comment ? C'est aussi un point d'accord que j'avais. Mais bien sûr, oui, évidemment. Cela dit, hélas, donc je réponds aussi à Madame sur la question de la nuance à adopter quant au discours de l'Union européenne. Puisque vous êtes très au fait de tout cela, vous avez sans doute lu de près le projet de loi sur la circoncision assimilée à une mutilation sexuelle il y a quelques mois. J'ai fait une analyse très précise de ce texte-là, ça a donné un cahier du CRIF il y a quelques mois. Mais il est patent que dans ce texte, évidemment, ça vise l'islam au premier chef. C'est tout à fait évident. Et incidemment les communautés juives. Bon. Seulement, comme dans la ferme des animaux d'Orwell, il y en a qui sont plus égaux que d'autres. C'est-à-dire que là, les juifs étaient particulièrement visés. Pourquoi ? Parce qu'il y a un paragraphe où il est bien entendu que la circoncision pratiquée chez les juifs est faite dans des conditions très douteuses, ce qui n'est pas le cas de l'islam. Alors ça, c'est très intéressant. Alors je tiens à votre disposition l'analyse intégrale de ce texte qui fait que l'Union européenne, à travers le fantasme de la députée chef du groupe socialiste qui avait pris la décision de ce projet de loi, véhicule, et là je montre que c'est tout l'imaginaire judéophobe, les juifs, occultes, etc. C'est tout à fait terrifiant ce texte. Et elle parle de la face sombre du judaïsme, et moi j'ai parlé de la face sombre de l'imaginaire socialiste européen. Voilà. Alors je reviens maintenant à ce que vous disiez, monsieur. Et pourquoi refuser le débat sur le caractère colonial du sionisme ? Non. Je pense qu'en effet, là il y a aussi un enjeu de vocabulaire, mais aussi un enjeu pratique et politico-territorial. C'est que lorsque les sionistes Herzl et Pinsker envisage de recréer une nation juive sur l'espace géopolitique de ce qu'est la Judée antique, et eux ne parlent pas de Palestine, en connaissance de cause, ils parlent en effet bien d'une colonisation. Mais la colonisation dans leur bouche, sous leur plume et en hébreu, c'est pas du tout le même mot que colonialisme ou colonisation dans la bouche de Jules Ferry. C'est une présence, c'est un retour à la terre. On est dans l'esprit du socialisme utopiste. C'est du Tolstoï, si vous voulez, dans le meilleur des cas. C'est pas on va débarquer, on va casser on va faire suer le burnous, etc. C'est pas la mentalité de la France en Algérie, pas du tout. Il faut lire Martin Buber, Une terre de peuple. C'est le rapport à la terre comme fiancé, etc. C'est très poétique. Hein. Alors évidemment, et d'ailleurs ils sont pas aveugles. Ahadam, le promoteur de l'hébreu moderne, est conscient. Il voyage. Le fondateur du sionisme culturel, le linguiste Ben Yehuda sont parfaitement conscients, et il y a des textes, et ce ne sont pas les seuls, sur la présence arabe, et que la nécessité de mettre des cadres politiques, etc., sans pour autant avoir un discours nationaliste, si vous voulez. Mais il dit qu'il faut trouver un terrain d'entente. Bon, moi je suis plutôt de ce côté-là, hein. Par conséquent, et je constate aussi que les situations de présence militaire dans les territoires disputés donnent lieu à des situations humaines extrêmement pénibles, qui sont des sources d'humiliation, qui sont des sources d'injustice quotidienne, etc. De là à parler du génocide du peuple palestinien, non, c'est délirant. D'autant que si on considère ce qu'il en est en termes polémologiques du conflit, je dirais pas israélo-palestinien, mais palestino-israélien, c'est un conflit de faible intensité.
Ça fait moins de morts que les accidents de la route en 10 ans en France, vous voyez. Donc c'est des choses dont il faut raison garder, c'est-à-dire il faut garder le sens des proportions. Savoir qu'Israël n'a aucune intention de prendre acte de cette occupation militaire, parce que la droite comme la gauche comme le centre sont parfaitement conscients du caractère inacceptable de cette situation, parce que c'est aussi un dévoiement du projet sioniste, et ça les intellectuels le disent depuis longtemps. Seulement, il faut savoir qui on est en face. C'est toujours la même chose. Le problème, il est là, ça vous fait sourire, je sais bien, ça vous fait marrer, mais je vous invite à Jérusalem à passer autant de temps que vous voudrez. Je m'arrangerai pour que vous ayez tout ce qu'il faut pour visiter tout ce que vous voulez, mais vous vous poserez peut-être la question de savoir, c'est vrai, qu'est-ce qu'ils ont en face? Qui est-ce qu'ils ont en face? Qui est-ce qu'ils ont en face? Qu'est-ce qu'on peut faire? Non, mais... Bah oui, mais c'est pas mais non, ce que je veux dire pas que les discours, je ne veux pas dire que les discours ne sont que des discours, je dis que les discours sont l'émanation d'infrastructures institutionnelles. Ben oui. Et donc qu'est-ce que vous voulez faire? Non, je veux dire il faut faire le départ entre le point de vue historique, le point de vue analytique et la gestion au jour le jour d'un problème politique de ce type. Les gens qui sont dans des situations antagoniques, c'est pas Norbert Elias qui analyse la sociologie de l'interaction, ce sont des citoyens et ce sont aussi des gens qui ont des haines transgénérationnelles, qui ont des mythes collectifs et qui ont aussi des développements inégaux en termes d'histoire des mentalités. Et par conséquent, c'est pas raciste de dire que les deux sociétés ne sont pas comparables. Une dernière question. Il y a une dernière question et après on peut continuer la discussion au café. Moi, je voudrais savoir pourquoi on parle toujours d'Israël et du projet d'Israël en tant que colonisation comme ça transplantée de l'Europe. Il y a toujours eu des juifs dans la région. Il y avait les juifs séfarades qui étaient là, qui tournaient autour, etc. Il y a eu des périodes historiques où il y avait une proportion non négligeable de la population de la Palestine qui était juive. Donc, pourquoi il y a que, comme si c'était que des colons juifs venus d'Europe qui donnaient cette terre d'Israël? Voilà, vous avez le dernier mot. Il faut demander aux journalistes qui ne sont plus des journalistes depuis un demi-siècle, mais des militants. Bon. Merci beaucoup d'être venus. Merci encore aux intervenants, deux intervenantes. Et maintenant, on a l'occasion de continuer, si vous voulez, les discussions dans une salle que je ne connais pas encore. 108, au premier étage. Il y a le café, quelques biscuits. Et si vous voulez... Comme j'avais dit, la vidéo de cette séance, aussi des autres séances, vous le trouvez sur isgap.tv. Merci. L'analyse, ouais. Ah ouais. Les gens pas sûrs. Avec les pourquoi les gens demandent comment dire, qu'on leur rende un peu ce qu'on leur a volé? Alors, je veux dire, c'est pas la même chose. Les Israéliens n'ont pas dit. Alors, il faut que je parte dans une demi-heure. Une demi-heure, bien sûr. Il est porteur de même surtout une culture antisémite, une matérialisme, une intellectualisme antisémite, qui s'en avec la... Et bien donc, c'est encore pire. Écoutez, le cimetière, le dernier événement, il paraît que j'avais et ils ont fait des choses porteurs. Il dit qu'il ne connaît pas l'événement des Merci beaucoup de sa participation.
préparé une présentation, mais... Oui. Je suis désolé. Non, mais c'est comme ça par moi, c'est que donc en fait, je pensais que je lui donnais la parole avant. Et puis, comme c'était Et en même temps, c'est aussi oui, mais c'est les anciens, ceux qui sont en projet. Il y a des méthodes dans les Alors attends, je vais déjà aller faire. Tu montes au deuxième ou au premier? On monte au premier, puis on montera au deuxième après. Je laisse. Oui, parce que moi, c'est une amie qui m'a fait. Je sais pas, parce que moi, je l'avais pas reçu directement.